informé, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation. Vous faites du bruit, peut-être ça vous concerne. Au lieu d'écouter attentivement, on n'a pas encore cité le nom de la personne. Chacun de vous peut être concerné. Moi, je connais déjà le nom, mais vous, vous ne connaissez pas. Alors, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation, au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Et donc, honorables députés, chers collègues, honorables députés et chers collègues, je vais demander aux... C'est ce que je voulais dire, c'est que l'avantage avec Matata, il surfe entre les deux secteurs. Entre son côté technocrate et son côté politique, c'était un ancien candidat à président de la République. Aujourd'hui, plusieurs rumeurs circulent que on lui aurait proposé d'intégrer le gouvernement qu'il avait refusé, ou si pas, poser des conditions exorbitantes qui n'allaient pas dans le sens du pouvoir. Il l'a dit lui-même dans une émission qu'on a faite avec lui. Il a posé des conditions qui n'ont pas été rencontrées. Et au finish, on a souhaité qu'il intègre l'Union sacrée. Il a dit non. Il a dit non. Peut-être, c'est des bonnes guerres en politique. C'est là où ça rend les choses difficiles. Mais moi, j'aurais aimé que la partie de la défense rencontre le problème de fond soulevé par le ministère public. La suite, c'est quoi maintenant? Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Netoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous l'unité 1er rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'amour. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix.
sur Politiquant, la force du détail. C'est l'épilogue d'un long feuilleton qui aura tenu le pays tout entier en haleine pendant presque 4 ans. Hier, la Cour constitutionnelle s'est prononcée dans l'affaire Bokanga-Lonzo, son premier dossier pénal, en condamnant l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, ne vous l'apprend pas, à 10 ans de prison et 5 ans pour ses co-accusés. Un homme d'affaires sud-africain, et Deogracias Mutombo, l'ancien gouverneur de la Banque centrale. Quelle marge de manœuvre restera à l'ancien Premier ministre? Le parquet va-t-il s'exécuter en l'arrêtant et en confisquant certains de ses biens? Matata pourrait-il aller introduire un recours? Et pourtant là-bas, les juristes vous diront que les arrêts de la Cour sont sans recours. Quelle marge de manœuvre lui reste véritablement, même si dans son camp, des gens se mobilisent? Ses avocats parlent d'un arrêt unique. On va faire le point tout à l'heure. Matata ouvre-t-il lui-même la voie pour un procès contre l'ancien président? C'est aujourd'hui que la commission technique, pilotée par Christophe Lutundula, pourrait terminer ses travaux. Commission chargée d'examiner le réquisitoire de la justice militaire qui demande ou sollicite la levée des immunités de l'ancien président. Que peut sortir d'une commission tenue par un ancien ministre des Affaires étrangères de Félix Tshisekedi? Certains y voient une certaine partialité. Dans le camp de l'ancien président, on a quelques infos qu'on va vous donner. Vous faites bien de nous regarder. Ici même, on a appris à vous donner les indispensables parce que par moment, le problème, ce n'est pas le nombre de vues qu'on fait. Même si vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à regarder nos contenus, c'est aussi parfois le choix des verbes, la puissance des mots. Bienvenue, vous êtes chez vous. On a Mike Gardi Diana, le syndicaliste de la République. Bienvenue chez nous. Merci Jean-Pierre pour l'invitation. Ça fait très longtemps, mais très heureux de retrouver ce plateau de Politiquant. On vous regarde d'ailleurs. Et quand on a souvent besoin d'une analyse froide, réfléchie, objective, rationnelle, on fait appel à vous. On peut se tromper, mais on a foi en la rationalité que vous incarnez. On a fait un effort dans ce métier où le côté engagé a pris le pas. Ouais. Parce qu'il faut reconnaître que c'est devenu le modèle économique. Dans un métier qui s'appauvrit tout le jour, je crois que l'orientation, tout le monde y va. Il faut être engagé, caricaturé, avoir des opinions et tout ça, tirer à bout portant. Exactement. Ah, c'est ce que quelqu'un me disait d'ailleurs. Mais on ne te sent plus, on a comme l'impression, on a collé un soupe en Dakar. Oh là là, oh là là, oh là là. En fait, on a fait le choix de rester neutre. Réagissez votre micro, c'est important. De temps en temps, on peut, mais on connaît le schéma de Congolais, de temps en temps, on peut se tromper, mais la vérité, c'est qu'on n'a aucun intérêt de gauche à droite parce que, de toute façon, ça fait des années, un peu plus de 10 ans qu'on fait ça. Ouais. Je crois qu'il y a des images avant et après qui prouveront à suffisance qu'on n'a jamais pris parti pour qui que ce soit et on fait les choses de manière impartiale parce qu'on ne peut pas être syndicat de la République et être on peut prendre parti pour la bonne cause. Ouais. J'ai toujours dit aux gens parce qu'il y a une mauvaise connotation. On dit l'impartialité relative elle-même. On dit souvent le journaliste, c'est l'église au milieu du village. Il est neutre. Non, un journaliste ne peut pas être neutre. Non. Un journaliste doit être du côté de la vérité, du côté de fait. S'il s'avère être que le côté du pouvoir fait quelque chose de bien, il faut le dire. Mais si c'est quelque chose de mal également, il faut le dénoncer. C'est pas ça, être au milieu du village, c'est pas être sans avis, c'est pas être quelqu'un qui joue constamment l'arbitre, non, c'est pas ça. Je crois qu'à un moment donné, il faut dire la vérité telle qu'elle est, peu importe d'où il vient, pour éviter surtout cette période de post-vérité où on vit constamment. Oui, si le pouvoir fait quelque chose de bien, même si à l'université, on a appris que quand un train arrive à l'heure, il n'y a pas d'info. Ce n'est pas une info. C'est quand il arrive en retard qu'il y a info. Oui, donc si Félix Tshisekedi fait quelque chose, on peut le dire. Mais il y a plus matière quand rien n'est fait. Quand rien n'est fait. Bon, en fait, dans le contexte congolais, il y a une nuance. Vous savez, nous sommes encore à un état, j'ai l'habitude de le dire, on a un retard de près de 1000 ans dans notre développement. Un retard de 1000 ans. De près de 1000 ans dans notre développement. Maintenant, la grande question, c'est qu'on est tellement habitué, je vous prends un exemple. La société est tellement dans une forme d'inversion que
trouver une route en bon état devient un contexte exceptionnel. Ouais. C'est ce qui fait que, chez nous, même cette expression, ce principe de métier, peut sembler prendre d'autres formes. On dit, on a l'habitude ici, mais maintenant, ils ont construit. C'est-à-dire, le retour à la normale devient quelque chose d'exceptionnel pour nous. Ce Et qui pourtant, fait les dirigeants sont là. Ils sont payés pourtant, avec l'argent du contribuable pour faire ce travail-là. C'est pourquoi vous verrez, même dans le métier, il est inconcevable que nous passons notre temps à regarder un journal qui nous présente les audiences. Ça, ce n'est qu'une spécialité congolaise où le ministre a reçu tel, ils ont parlé de tel. Africaine, spécialité africaine. Spécialité africaine. Ailleurs, on va au-delà. Mais c'est spécialité africaine parce que quand vous dites africaine, je connais des États comme si vous allez chez les Sénégalais, cette histoire-là est dépassée. Il y a des choses. Pas des audiences qu'on aligne. Quand il vous parle des audiences, il ne parle pas d'audience. Oui. Il prend un élément particulier qui sort des audiences, on reste dans l'info, pas sur le protocolaire. Nous, si vous suivez la RTNC, c'est du matin au soir, de boucle en boucle, ça prouve à suffisance la qualité du débat public qu'on a ici. Pour nous, c'est qu'un ministre qui travaille, c'est celui qui reçoit beaucoup plus de gens. Et vous verrez que celui-là, allez dans son secteur. Prenons le secteur du transport. Prenons par exemple la ville aujourd'hui où ma propre voiture, je suis obligé de choisir quand rouler avec. Vous comprenez? Est-ce que vous imaginez où on est arrivé? Quand rouler, quelle voie prendre? Bon, mais finalement, l'hôtel de ville a capitulé. Ils ont reculé quand même. On a tous décrié le document qui avait fuité. L'hôtel de ville en avait reconnu l'authenticité, m'expliquant que les décisions n'étaient pas encore définitives. L'histoire déroulée, les jours pairs ou impairs. Chacun y est allé de son grain de sel. On a dit, mais finalement, ce sera les hommes pour le jour père, les femmes. Et finalement, c'était beaucoup de polémiques. Ils ont reculé. Mais j'ai une vidéo filmée ce matin. Hier, l'hôtel de ville a publié notre communiqué. C'était ministre provincial, Bob Misoyoka, quelqu'un que je connais très bien. J'ignore bien pourquoi, à ce portefeuille, il n'arrive pas à se démarquer. Pourtant, c'est quelqu'un d'assez assez brillant. On dit oui. Il y a des mesures qui entrent en vigueur, des véhicules de plus de 20 tonnes, des remorques, des véhicules de livraison et tout ça, boissons, grumes et tout ça, ne peuvent pas ou plus circuler avant 22 heures. La mesure est supposée entrer en application aujourd'hui. Il y a une vidéo qu'on va voir. Vous pouvez nous montrer la vidéo, c'est important. J'ai vu des camions, des sociétés brassicoles, des sociétés qui livrent de l'eau minérale et tout, continuer à rouler allègrement. Je me suis posé la question si ces communiqués étaient finalement passés à Union Sacrée TV, la chaîne que seules 2 ou 3 personnes regardent, où on en avait fait large diffusion parce qu'on a comme l'impression que, en fait, plus personne ne respecte rien. Parce que Jean-Pierre, absence de leadership ou impuissance de nos autorités. Expliquez-moi un peu. Non, je sais que s'il faut être vrai, on peut parler d'absence de leadership parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas des signaux forts qui nous prouvent à suffisance qu'on va vers les vraies politiques de changement. On a l'impression qu'on tâtonne. Mais le problème de la RDC, je l'ai dit en luminaire ici, on est tellement en retard, il y a un cumul. Je vous donne un exemple. Quand vous regardez la ville de Kinshasa, est une ville, dans son urbanisation, c'était une ville pensée pour 5 millions d'habitants. Jean-Pierre, aujourd'hui, on est à près de 20 millions d'habitants. 5 millions, c'est pas trop. On parlait 500 000 ou beaucoup. Bon, en fait, si vous remontez encore avant. C'est-à-dire, s'il faut rester dans le bâtisse, colonial. Okay. À ce niveau-là, c'est 500 000 personnes, quelque chose comme ça. Mais je préfère prendre la période où on existe en tant qu'État. Okay. On a voisiné le 5 millions d'habitants à Kinshasa aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est posez-vous. Quelle est la dernière cité qu'on a construite dans cette ville? Quelqu'un me dira, cité du fleuve, mais ça, c'est pas une cité. Ça, c'est des habitations de bourgeois. De bourgeois. Je ne connais aucun Congolais lambda qui est capable, qui a même, ne serait-ce que de vivre là-bas pendant une semaine. Un journaliste peut-il se payer un appartement là-bas ou... Non. Bon, en fait, non, il ne faut pas dire non. Dans les métiers de journalisme, il faut savoir, il existe tellement des kamikazes, il y a des gens qui peuvent. Mais
est-ce qu'il accepterait de brader Mais un journaliste qui ne vit que de son salaire. Un journaliste qui fait son métier normalement ne peut même pas rêver à avoir une parcelle à Ngaliema ou à Gombe. Sinon, il faut poser des questions sur l'origine des fonds. Il faut poser la question sur l'origine des fonds, mais sinon, c'est très compliqué. Et pour moi, je pense qu'il y a un cumul. Il faut une vraie réflexion. Toutes les cités qu'on a eues, que ce soit à la cité du fleuve, ici à Bandal, Oasis, ou encore la nouvelle cité vers Limité 16e rue, c'est des cités de bourgeois en fait. Ça ne répond pas aux vrais besoins sociaux. Et même quand mais Kin City ou Fati City, tout ça, bon, ça c'est des projets qui n'ont jamais vu le jour. Vous parlez ça même Kinshasa, il y a un projet de l'expansion de la ville de Kinshasa qu'on nous a présenté en pompe ici. Juste après, plus rien. Comment on fait pour présenter des projets qui n'ont pas d'avenir sans lendemain? Comment on fait? Courage à Banaboudin. Courage à Banaboudin. Ouais, c'est juste... en fait, j'ai utiliser l'expression... Vous allez vous lancer, vous faites déplacer le président et un dignitaire, attends, je vais citer une phrase, je ne vais pas le citer, mais il y a un dignitaire de la ville qui a dit une fois, on les a bachoko. Ça veut dire qu'à un moment donné, pour des raisons d'opinion, on veut plaire aux gens, on veut prouver qu'on fait quelque chose. Ça dit le côté cosmétique. Et quand on invite le président à la présentation d'un tel projet, il est au courant que c'est du cosmétique, on fait pour la consommation d'opinion, ou il n'a pas certains éléments. Parce que je fais référence au projet sur Lubumbashi. Ça fait beaucoup de boucans maintenant. Jean-Pierre, le problème avec les autorités maintenant, c'est que on a beaucoup tendance à voir le côté politique de choses que le côté rationnel. Cette forme de politico-centrisme dans la vie de la République nous tue. Parce que quand on lui dit, les seuls arguments qu'on présente, chef, si vous inaugurez cette histoire, et au match bilan, et on est tellement à la quête des bilans qu'on oublie l'essentiel. Mais le chef n'a pas un cabinet qui étudie le dossier pour en déceler tous les contours possibles? Je ne pense pas. Vous savez pourquoi? Au regard de ce que Nicolas Kazadi s'est permis de dire publiquement, j'ai comme l'impression que c'est question d'affinité. Quand c'est un ministre proche à lui, quand j'organise une activité, je peux directement moi-même appeler le chef. Le mot Benguevi, en tout cas, il faut que vous alliez au Salanga bien. Et Tiangama Poids. Il a dit, Kobanga t'es pas, et puis il arrive là-bas. Moi, j'ai vu ça. Je me rappelle. Le service national se dote de trains pour acheminer ces engins. On appelle le chef devrait être présent. Cette activité a été reportée. Parce que le jour où il devrait être là, il a préféré être dans Fleuve Congo Hotel pour une sortie de cours d'histoire et formation plateforme numérique, quelque chose comme ça. Il a finalement été à Lubumbashi pour inaugurer le train du service. Il a finalement pris la route pour Lubumbashi, alors que si on devrait définir en termes de priorité, ça aurait été le train prioritaire. Aujourd'hui, après cette conférence sur les orientations à la politique numérique, quel est l'intérêt? Quel est le bilan? Est-ce que personne en parle encore? En termes de résultats concrets, des attentes, des recommandations qui ont été formulées? C'est ça notre plus grand problème. C'est-à-dire que les gens se rendent compte qu'il y a un vide. Chacun vient, il fait du mimétisme, il copie des trois trucs à côté. Il vient, il donne l'impression d'être quelqu'un qui réfléchit, sans pourtant tenir compte du contexte et de la faisabilité des choses. La plupart des choses qu'on nous a présentées, c'est des choses... Quelqu'un qui a vécu en Europe a déjà vu que Orange, ici, ça se passe comme ça. Et puis quand il vient, sans tenir compte de la réalité. Vous savez, là où je dis souvent, les gens me trouvent un peu plus dur, c'est que le Congo atteint une misère intellectuelle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème d'intelligence, ce n'est pas un problème d'avoir des diplômes, bardés des diplômes. C'est vrai, on est une société comme la France, fondée sur la formation, l'éducation. On ne te pose pas la question qu'est-ce que tu sais faire, mais qu'est-ce que tu as comme diplôme. Et c'est pourquoi vous verrez, il y a des gens avec des masters, mais il suffit qu'il ouvre sa bouche pour parler, vous vous demandez, c'est lui-là s'il a fait l'école primaire. C'est ça notre plus grande difficulté. L'intelligence en soi, Jean-Pierre, le côté intellectuel, c'est savoir répondre aux besoins de la société. Mettre en place de stratégies qui corroborent. Il ne suffit pas de nous copier les différentes théories qu'on a apprises en classe. Les théories ne prennent forme que par l'intelligence de gens à appliquer. Kinshasa n'est pas Washington, Kinshasa n'est pas Paris, Kinshasa n'est pas Dakar à la limite. Quand vous arrivez avec une intelligence, ayez l'intelligence des situations, savoir comment appliquer les choses. Et même dans les politiques publiques, Kinshasa n'est pas encore arrivé à ce que nous on appelle l'intelligence économique. On a tous appris les différentes théories économiques, mais il y a des théories qui nécessitent de l'adaptabilité parce que le marché qui est en face de vous n'est pas un marché normal. C'est ça notre plus grande difficulté. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire à un moment donné, vous pouvez arriver là, vous dites non, celui-là, il est détenteur, il est PhD. Ça devient rien. On a arrivé même à désacraliser
les titres scientifiques parce que Ouais. on est scientifique. Vous voulez, je vous donne un exemple. Ouais. Il y a quelqu'un aujourd'hui, si vous demandez à 2 gens qui ont fait le beau temps dans ces pays, il vous dira qu'on a appris l'économie chez lui. On prend le ministère de l'économie, on lui donne. À part ce qui est traditionnel, aller discuter avec les opérateurs économiques pour maintenir le prix du carburant et du pain. Vous parlez du professeur Mokoko Mokoko Samba. Samba. Vous ne souhaitez pas le citer. C'est un pionnier dans ce secteur en tant Je vous qu'économiste. dis Il a formé en matière d'économie, plusieurs. vous me voyez pas. Il a les même été le Matata et les professeur des autres sont Matata passés Pognon. Ouais. par lui. La question, c'est, il n'y a pas que lui. Moi, je connais des gens brillants comme l'Alexandre Chouet qui sont passés par là. Mais le problème, c'est que quand on lui donne le ministère de l'économie, la question, c'est pourquoi il n'arrive ne serait-ce que pas à implanter. Parce que, je vais circoncire Jean-Pierre. Est-ce que le problème, c'est lui ou plutôt le système dans lequel il se trouve englué complètement? Vous savez, je serais tenté de dire le système, ça c'est une vérité. Mais là où je ne veux pas exonérer le prof, c'est que, est-ce que vous savez que la stratégie ou encore le programme du chef de l'État pour ce quinquennat, c'est lui qui a travaillé? Oui, il faisait partie de la task force. Non, pas il faisait, c'était la tête de la task force. Ok. Ça veut dire qu'il a eu le temps de ficeler, il a eu le temps d'étudier. Maintenant, on dit, bon, écoute, puisque c'est toi le concepteur du jeu, va jouer. Il ne devrait pas poser ces problèmes, non, le système l'attire. Je connais le système, surtout avec le pouvoir en place. Il y a beaucoup d'excès de zèle, je le connais. Oui. Mais le problème, c'est qu'on devrait savoir que le prof a posé tel acte, ça a été bloqué à tel niveau. J'ai essayé de circoncire. Le problème de la RDC aujourd'hui, c'est qu'il y a un faible investissement dans le secteur économique. L'État n'intervient peu dans le système économique. Ne serait-ce qu'à ces niveaux-là, on devrait arriver à voir des signaux. Et encore que la première ministre... Mais si l'État commence à intervenir, nous risquons d'avoir une économie totalement dirigiste. Pourtant, les gens voudraient bien... Non, Jean-Pierre, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que ça veut dire quoi, intervenir dans l'économie? Je vais vous prendre un exemple qui va parler à beaucoup de Congolais. Vous savez, aujourd'hui, la Banque centrale vous parle souvent du taux directeur. On a le taux directeur maintenu à 25%. Quand on dit le taux directeur à 25%, ça veut dire que les banques d'investissement qui sont censées donner des prêts et autres doivent venir s'approvisionner au niveau de la Banque centrale, mais avec des taux exorbitants. Ça veut dire que vous fragilisez la capacité de financer l'économie. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire que les banques privées, la Banque centrale a ce qu'on appelle un guichet de réinvestissement. Ça veut dire que les banques privées, quand ils ont un problème de liquidité, par exemple, on avait 1 milliard pour financer les petits projets, on a vidé notre solde d'investissement et qu'on en a besoin parce que la demande est encore forte, on doit retourner à la Banque centrale pour y prendre. Mais malheureusement, la plupart de ces banques sont en surliquidité. Les prêts, ils ne donnent pas parce que les conditions sont exorbitantes. Quelqu'un qui n'a pas une parcelle, quelqu'un qui n'a pas de quoi gager ne peut pas prendre de l'argent là-bas. Et si vous le prenez, on vous prête l'argent au mois de mai. Déjà à partir du mois de juin, vous entrez dans un processus de remboursement. On ne tient pas compte de la période d'amortissement parce qu'il y a autant de problèmes. Mais ce qui fait que ces banques-là, puisqu'ils ne donnent pas des prêts, ils sont en surliquidité. Quand la Banque centrale dit le taux directeur à 25%, ça n'a pas d'impact. Parce que pour qu'il y ait d'impact, la banque doit récupérer suffisamment d'argent quand les banques privées viennent s'approvisionner. Les marges d'intérêt avec lesquelles ils payent, ils remboursent l'argent de l'État, ça permet à la banque de gagner en capital. Ça ne se fait pas. Ça veut dire que ce sont des mesures cosmétiques qu'on met là. Oui. Et les banques privées, par contre, se servent du taux élevé de la Banque centrale pour justifier. On ne peut pas vous donner parce que si on prend les liquidités au niveau de la Banque centrale, ça nous coûte énormément cher. Donc, on ne sait pas aller vers les politiques d'investissement de petits marchés. Voilà dans quel contexte on est. On revient à ce que les gens comprennent facilement. Donc, ça veut dire que l'État congolais devrait avoir la limite, la possibilité de travailler avec les banques privées et créer un système où le Congolais peut facilement avoir du crédit. On a un peuple capable qui est très fort dans la propension, vers l'informel. C'est des gens, il suffit d'encadrement, un petit rien. Les mamans qui tiennent l'économie tout le jour, ma maman Abilanga et les pains, c'est des gens, à la plupart des temps, s'ils avaient accès au financement, vous verrez des familles congolaises évoluer comme pas possible. Bon, Yebisangaï. Pourtant, nous chantons, on dit réserve monétaire, on a atteint 6 milliards de dollars. Et le FMI nous en félicite d'ailleurs. Le FMI nous en félicite, pourquoi? Parce que pour le FMI, c'est un matelas qui lui rassure du remboursement de ses dettes en cas de problèmes structurels. Ça n'a aucun lien avec la réalité des Congolais sur terrain. Aucune retombée sur nos ménages à nous. Vous savez, ce qu'il faut dire aux Congolais, c'est que les éloges qu'on a du FMI maintenant, c'est bien parce que ça veut dire qu'on était quelqu'un des gens pas sérieux. C'est-à-dire qui bouffaient l'argent comment. Là, on n'est que dans le problème quantitatif. Ça veut dire que maintenant, place aux 1000, à 100. C'est-à-dire qu'on a évolué dans notre approche. Mais en gros, les incidences, c'est dans les politiques. Tu sais, en économie, nous, on dit la croissance économique
répond à de besoins quantitatifs. Mais l'approche qualitative, c'est défini par les politiques publiques mises en place. Ça ne sert à rien de dire à Jean-Pierre qu'il a 1 million de dollars de compte en banque quand les enfants peuvent être chassés à l'école. C'est pas la richesse, ça. Ça c'est une année. Ça, c'est amasser Ouais. de la monnaie sans être riche. Ça fait une année que le président, plus d'une année maintenant, qu'il a entamé son deuxième mandat. Est-ce qu'il y a des signaux qui rassurent en termes de réalisations? En termes de réalisation, je crois que le premier signal pour moi, le signal fort, c'est ce qu'on a décrit depuis toujours, c'est au niveau de la répartition budgétaire. Le Congo était à l'image de son citoyen lambda. Ça veut dire que si on a 16 milliards de budget, à la fin de l'exercice, on consomme les 16 milliards. Et on va rechercher les 16 milliards pour consommer encore l'année qui suit. Aucune politique sur l'investissement. Aujourd'hui, de par les chiffres que j'ai vus, 48% du budget va vers le projet intégrateur, vers l'investissement. Maintenant, là où on doit voir clair, c'est quel est le type d'investissement mis en place pour qu'on réussisse. Et à ce niveau que moi, je me pose beaucoup de questions. Parce qu'on nous parle, c'est vrai, 48% va vers l'investissement. Il y a un problème. Congo Airways est presque en faillite. Congo Airways n'a plus d'avion. Pourtant, il suffit d'injecter seulement, je prends un échantillon de 80 millions de dollars américains, on peut reprendre. Les 39 millions qu'on voulait mettre dans la construction d'une prison, d'une maison carcérale, Oui. peut en leasing nous prendre 3 avions et permettre à Congo Airways de continuer à fonctionner. On parle des réserves de l'ordre de 6 milliards. Dans les 6 milliards, puisqu'on est dans la politique d'investissement, il suffit d'investir. Si on est sûr que l'investissement qu'on fait est un investissement sérieux, il suffit d'éjecter le 1 milliard dans ça. On pourra répondre à beaucoup de besoins. Au premier trimestre, ici, en termes de bons des trésors publics, on a collecté près de 400 ou 500 millions de dollars américains. Vous n'allez pas me dire que tout va dans les efforts de guerre. Donc, à un moment donné, il faut qu'on s'interroge maintenant sur la rationalité de l'investissement que la RDC est en train de faire. C'est bien de dégager le capital productif. Maintenant, vers quoi on l'investit? Parce que pour moi, si vous me posez la question, le premier investissement, c'est que vous pouvez juger Matata pour Bukangalonzo, mais c'est l'investissement de l'État. Le peu d'argent qui reste là, commencez par relancer le projet. Et il y a possibilité de corriger par des avenants. Corriger un projet si vous estimez qu'il y a eu des faiblesses dans la faisabilité. On n'a pas corrigé, on a souhaité plutôt abandonner et même mettre le site en location carrément en vente. Vous voyez jusqu'à quel niveau on est. On cultiverait du cannabis en ce moment d'après des révélations faites par un groupe de députés qui avait fait une descente. Si, c'était ça. Il y aurait une société. Le cannabis n'est pas un problème. Le cannabis... à des fins médicinales. À des fins médicinales, c'est de l'investissement. J'ai vu ça. Le Canada, c'est parmi les sources de revenus des États comme le Canada. Mais à la limite près, chez nous, le cannabis, quel est l'impact? Est-ce que nous, dans notre médecine tradie, moderne, est-ce qu'on a besoin, on a un problème de ressources? Peut-être que c'est pour exporter. Vous verrez encore une fois de plus que c'est du mimétisme. Quelqu'un qui a vécu au Canada, il ramène le projet, il dit non, tu vois, le cannabis, c'est de l'argent. En fait, il parle comme un investisseur. Il ne sait pas comprendre que la différence entre un capital privé et le capital de l'État, il y a un écart énorme. Ça peut marcher pour un individu qui peut s'enrichir, mais pour l'État, quelles sont les marges de progression? Depuis qu'on a investi ça, le cannabis, ça nous apporte quoi? Vous avez déjà vu le cannabis dans la rubrique de mobilisation des recettes de l'État? En fait, c'est ça le mimétisme, c'est ça notre plus grande difficulté. Matata, ce procès, parlons-en. Un procès à problème. Procès à problème. Un procès à problème parce que... Le tout premier procès de la Cour, le tout premier procès pénal de la Cour constitutionnelle. Vous savez pourquoi j'ai dit que c'est un procès à problème? J'ai eu l'impression, un sentiment qu'on n'a pas vidé la forme. Ok. Avec toutes les exceptions soulevées par la partie de la défense, j'ai l'impression qu'on n'a pas vidé la matière sur le plan de la forme. Mais n'en déplaise que sur la question de fond, il y a quand même 2, 3, 4 trucs qui nous laissent perplexes. Par exemple, j'ai vu, parmi les éléments évoqués, ce qui m'a choqué, c'est dans le coût d'investissement. Ça veut dire que Africom, qui devrait justement compléter le capital dans le projet, n'a pas ouvert son capital, s'est servi plutôt de l'argent de l'État. Donc c'était un investissement à 100%. L'État, mais Africom en a tiré des profits. Ça déjà, c'est un problème à mon humble avis. C'est d'une malhonnêteté comme pas possible.
J'ai vu la surfacturation sur certains engins qui devraient coûter à la limite 150 millions, 150 000. On a mis 4 millions pour ça. Les engins commandés qui n'ont jamais été livrés. Qui n'ont jamais été livrés, ça c'est quand même un problème. C'est quand même un problème. Mais dans le fond, je me sens un peu mal à l'aise de pouvoir l'évoquer parce que la question de Matata, on en parle un tout petit peu. Moi, il y a une question que je maîtrise très bien, c'est la gestion du parc agro-industriel de Boukangalonzo, c'est la gouvernance. J'ai eu la chance, une fois, de tenter d'aller en contact avec Ida Kamwania, qui était la DG à l'époque. Mais dès par la manière de faire des choses, je me suis rendu compte que finalement, il y avait un problème. Soit, si ce n'était pas un problème d'expertise de la part de la dame, soit c'était un problème d'épaisanteur politique. Mais je me doutais que les choses n'allaient pas vraiment dans le sens. Est-ce qu'il faudra tout mettre sur la tête de Matata? Je ne sais pas. Mais est-il que si le rapport que moi j'ai vu là semble être vrai, il y a suffisamment de problèmes. Mais aussi déjà que pendant que ce projet fonctionnait, il y a quelques détroits experts qui ont alerté sur la faiblesse dans l'étude de faisabilité. Okay. Il semble qu'il y a eu quelques erreurs d'ordre technique dans les approches utilisées pour la mise en place de ce projet-là, mais je ne pense pas que les erreurs techniques sont de l'ordre des infractions. C'est-à-dire qu'on est dans l'œuvre humaine, c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle les phases d'amortissement d'un projet. Il est possible qu'on commence, on se rende compte, surtout quand il s'agit de l'exploration du sol, on peut arriver à un moment donné, il y a des périodes d'évaluation pour se dire, on avait évalué le sol, mais ici, voilà, tel imprévu arrive, le sol présente des symptômes marécageuses, il peut y avoir des erreurs dans l'étude de faisabilité, mais sur la question de gouvernance en matière de montage de projet, ce que j'ai vu, c'est quand même assez grave. Mais on a sorti plus d'argent pour en dépenser peu, de revenus. Et ça, c'est peu convenable. Et quand on crée un procès politique, acharnement et tout ça, et finalement, Matata a été condamné par défaut parce qu'il n'a pas souhaité plaider. Mais c'est justement, et encore ce vide-là de Matata, c'est-à-dire qu'il s'est accroché tellement à la forme qu'on s'est dit, est-ce qu'il se reprochait de quelque chose en ce qui concerne le fond? Et l'avantage, c'est qu'il... Le problème, c'est qu'un procès au pénal... c'est là où je voulais en arriver. Tout est de stricte interprétation. C'est là où je voulais arriver, exactement. Maintenant, quand on arrive au niveau pénal, c'est que les hommes de droit disent la forme corrompt le fond. Maintenant, la question, c'est quelle est l'exception? Je ne veux pas trop m'immiscer parce que sinon, je vais faire comme tous les Congolais qui se permettent d'être énionsologues sur des questions de spécificité. Je voudrais qu'on écoute son avocat. Sur base de son avocat, on pourra soulever quelques éléments de plus. On écoute son avocat, on reviendra. D'ailleurs, Maître Onyemba, qui sera notre invité le vendredi, rendez-vous pris, ne manquez donc pas. Pour autant qu'elle soit une décision qui nous déçoit, elle ne nous effraie pas, et puis elle ne nous contrarie pas, parce que nous savions, d'ailleurs nous nous disions que Matata va écoper depuis de 20 ans. Les décors étaient plantés pour une décision de justice déconnectée de la vérité. Maintenant, quelle est l'image que nous donnons au monde par rapport à notre justice? La décision est une décision qui invalide l'espoir de la construction d'un état de droit dans notre pays. C'est une décision unique qui est déconnectée de la vérité du procès, une fabrication de chiffres, fabrication de faits, mais qui ne sont pas mariés au droit. Alors là, il parle en tant que avocat ou politique, en même temps, il mélange les deux. Il a presque mélangé les deux. Je sais que c'est un brillant avocat, Maître Laurent Onyemba, que je salue. On va saluer Maître Onyemba. Mais je sens que ce qu'il dit là, ce sont des arguments déjà plantés depuis toujours. C'est ce que je voulais dire, c'est que l'avantage avec Matata, il surfe entre les deux secteurs. Entre son côté technocrate et son côté politique. C'était un ancien candidat à président de la République. Aujourd'hui, plusieurs rumeurs circulent que on lui aurait proposé d'intégrer le gouvernement qu'il avait refusé, ou si pas, poser des conditions exorbitantes qu'il n'a pas dans le sens. Il l'a dit lui-même dans une émission qu'on a faite avec lui. Il a posé des conditions qui n'ont pas été rencontrées. Et au finish, on a souhaité qu'il intègre l'Union sacrée. Il a dit non. Il a dit non. Peut-être, c'est des bonnes guerres en politique. C'est là où ça rend les choses difficiles. Mais moi, j'aurais aimé que la partie de la défense rencontre le problème de fond soulevé par le ministère public. La suite, c'est quoi maintenant? La suite, c'est quoi? Le fond et les autres, peut-être qu'on trouvera un constitutionnaliste pour les voir. La suite, maintenant, politiquement. Politiquement, c'est comme... Parce qu'on a demandé également la saisie, la confiscation de ces biens. En suivant Maître Laurent Onyemba, je pense que sur la suite, j'ai comme l'impression qu'il s'y était préparé un peu. Et il ne m'a pas donné l'air de quelqu'un qui va dans l'idée de pouvoir rebondir sur un recours ou sur interjecter l'appel. Donc pour moi, j'ai comme l'impression qu'ils ont accepté ce sort-là. Parce qu'encore une fois de plus, quelqu'un hier m'a donné l'info que
Même lui-même, Matata, chez lui à sa résidence le soir, il se disait attendre que le huissier de justice arrive pour l'arrêter. Donc, j'ai comme l'impression qu'ils ont capitulé un peu. Ils ont décidé de ne plus aller au front Il est judiciaire. toujours à Kin. Il est à Kinshasa. Ne serait-il pas soustrait? Il est à Kin. Non, à un moment donné, on a eu cette nouvelle-là. Même moi, il y a quelqu'un encore une fois, il dit non, il s'était déplacé, il est parti. Bon, Matata a l'habitude de sortir. Il ne faut pas oublier qu'il est consultant. De temps en temps, dans d'autres États, sur les questions d'ordre économique, il était parti, mais il est revenu. Il n'a pas l'intention de se soustraire. Il n'a pas donné l'air de pouvoir se soustraire. Dans tous les cas, c'est tout il à son pouvait honneur. se soustraire, il avait accepté de revenir. Affronter la justice. C'est tout à son honneur de ne pas se soustraire parce que c'est quelqu'un, il faut rappeler, Matata bâtit une notoriété sur la droiture, sur l'honnêteté, sur la loyauté. Je sais que ce procès portera un coup énorme sur sa personne. Déjà, au niveau de l'opinion publique, cette affaire Bukarangalonzo l'a collé à la peau, lui a coûté beaucoup sur le plan politique. Mais je pense que rester là est-ce qu'il va s'en sortir? Fera-t-il finalement la prison? Si oui, pendant combien de temps? Je crois que vous avez vu. Comme disait Maman ce matin, pour être opposant emblématique et historique, il faut passer par la faculté de l'opposition. Enfin, donc, il faut passer par la prison. C'est la fac. Et parfois, la fac, oui, l'exil aussi. Ouais, mais en Afrique, c'est ça le chemin, c'est ça. C'est pour avoir ton diplôme certifié. Il faut passer par là. Bon, peut-être qu'il nous reviendra un peu plus solide, mais dans le fond, c'est que les éléments de fond soulevés là-bas sont quand même des éléments de nature à faire pâlir l'opinion publique. Ils ont décidé de ne pas se défendre quant à ceux. Pour moi, c'est un élément de faiblesse aussi. Ou pas, ce procès, cet arrêt sera une tache d'huile sur Matata. Ça, c'est chemise blanche. Sur sa belle chemise blanche et surtout sur sa cravate rouge, avec la rigueur qu'il a implémentée. Mais je crois que c'est une erreur de ma part de ne pas plaider. Je préfère encore rencontrer les éléments évoqués sur la question de fond. Et puis après, on peut facilement établir un lien politique. Quand on reste sur la question de la forme, on n'attaque pas le fond. Il est difficile d'établir la fibre politique pour se dire, mais écoutez, nous, on nous accuse de ça. On a avancé nos arguments, on a présenté le moyen de défense. Vous n'êtes pas venu, ça veut dire que vous vous reprochez de quelque chose. Et pour moi, c'est une mauvaise stratégie, à mon sens. Dans l'image que représentait Augustin Matata, ce n'est pas une bonne stratégie pour moi. Pour moi, j'aurais aimé qu'ils aillent jusqu'au bout de ces questions-là, qu'ils prouvent suffisamment son innocence, et à la fin des comptes, un peu à la manière de Kamere. Vous savez, Kamere est allé, il a présenté ses moyens, même si ça reste tache d'huile, mais quand même, il y a eu un débat où au niveau de l'opinion publique, quelqu'un peut, de manière juste, se dire, mais ils l'ont accusé de ça, mais il a quand même présenté ça comme moyen de défense. Ça permet à chacun de se faire son idée. Mais le problème, c'est que Matata a dit lui-même, comment expliquer que le ministre des Finances, le ministre de l'Agriculture et tous ceux qui étaient en charge du dossier n'aient pas été inquiétés? Pour lui, c'est parce que ils les ont intégrés la famille politique du président de la République. Non, mais à la limite, ce qu'il veut dire, c'est quoi? Moi, j'ai l'habitude de pouvoir lire le second degré de chaque déclaration. Quand il dit qui ont exécuté les travaux, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que c'est des gens aussi qui ont bouffé de l'argent, mais qu'on n'a pas inquiété? C'est possible dans ces pays. J'ai vu des gens, c'est soustrait, pour ne pas citer Willy Bakonga, qui était dans des dossiers sales juste parce qu'il a intégré la famille politique, qui s'est retrouvé de manière frauduleuse sur une grâce présidentielle. Il est dehors aujourd'hui, un peu plus libre. Il achète des food trucks de Tesla. Si Matata avait intégré l'Union sacrée, moi et vous, on sait que l'histoire serait différente. Aurait-on eu droit à ce procès? Non, on va aller direct. On sait que l'histoire serait différente. Ça, c'est pas un secret. L'histoire aurait été différente. Mais ça ne serait pas parce qu'il n'y aurait pas eu quelques faits de détournement. Ça serait juste parce qu'on aurait voulu couvrir un peu pour donner un peu plus de place à quelqu'un qu'on voulait. Parce que ce n'est pas un secret. Le chef de l'État, Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, dans sa tête, son premier ministre à lui, il voyait Matata. La plupart des proches vous le diront, ils le disaient, ils disent « je veux travailler avec ces messieurs parce que c'est l'un des rares de cette génération qui, je lui a quand même posé des bases solides. On peut tout lui reprocher, mais la maîtrise du cadrage macroéconomique, il a quand même posé des jalons sur les questions économiques. » Effectivement, il a été consulté. Même si on dirait que c'est lui qui prend les honneurs, mais il y a des gens en interne, les vrais architectes, des gens qui l'ont aidé, dans ça, les Alexandre Chou et les Sélé Yalagouli et les autres, les profs Tagoma, mais en réalité, c'est quelqu'un qui a impulsé quelque chose, qui a permis à l'RDC d'avoir des bases aujourd'hui, notamment des bases qui nous permettent de se faire prévaloir aujourd'hui face aux institutions de Bretton Woods. Mais n'a déplaise que ce n'est pas une raison. C'est un peu comme ce qui arrive à Mutamba ici. On peut être bon, intelligent, bien faire son travail, mais commettre une bêtise, une faute, ça arrive. Bien. On va parler de Kabila maintenant. Kabila, lui, la commission de Tundula boucle
ces travaux aujourd'hui, et donc avec possibilité de faire rapport à la plénière, le même jour ou demain, peut-être après. Il était attendu, Kabila, le lundi, à 11h, pour une invitation émise les après-midi. On sait tous qu'il n'est pas au pays. C'est trop serré, ce délai-là. C'était trop serré. Trop beau pour être vrai. Alors, la suite. La suite, c'est quoi? Difficile de dire la suite si je décide maintenant d'avoir le pouvoir de devin. Mais je crois qu'on en a un tout petit peu parce que le problème avec la scène politique congolaise, le scène se répète un tout petit peu. Mais dans le cas de Kabila, on est dans un contexte quand même exceptionnel. C'est pour une première fois qu'on se retrouve dans ces casus. Et c'est d'où la difficulté même dans la judiciarisation de l'affaire. Vous savez, si vous posez la question les gens aujourd'hui, on se base sur la loi du 26 juillet portant statut d'ancien chef d'État et au chef des corps constitués. Le Congrès serait habilité à pouvoir autoriser les poursuites contre les anciens chefs de l'État. Mais il y a une réalité qu'on ne voit pas. Parce que, au-delà d'être ancien chef d'État, il est revêtu de son statut de sénateur à vie. Ce n'est pas un sénateur, il est un sénateur à part entière, mais un sénateur privé de droit de vote, parce qu'il a droit à... En fait, il est sénateur, mais pas comme tous les autres sénateurs. C'est-à-dire, il peut participer à des travaux de commission. Il a son siège au niveau de la plénière. Il est membre, mais il n'a pas le droit de vote. Je crois que c'est le seul pouvoir qui ne lui est pas reconnu, parce qu'il ne résulte pas du suffrage. Oui. Mais maintenant, la question, c'est que c'est un titre reconnu à vie. Vous allez le traîner devant le cours des tribunaux. Si jamais on établit des culpabilités, surtout pourquoi? Pour des faits très graves, des sûretés de l'État. Si il est reconnu coupable, quel serait le sort de son statut de sénateur à vie? Qu'on l'accuse parce qu'il aurait violé une femme, on sait que c'est des crimes prescriptibles, aussi on l'accuse parce qu'il aurait volé dans un supermarché, ok. Mais maintenant on parle de la sûreté de l'État, c'est quand même des crimes imprescriptibles. Quel serait le sort? Jean-Pierre, pour moi, c'est peut-être pour la première fois que je vois les deux chambres de ce quinquennat réfléchir un peu bien. Ok. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est Kabila aujourd'hui, après-demain, ça sera Félix Tshisekedi. Politiquement, aujourd'hui, ils ont la majorité, ils peuvent sortir de l'argent. Ils disent, ok, allez, réunissez vite le Congrès, réunissez le Congrès et puis on autorise le poursuite. Ça sera quoi l'image? Pour moi, la question, c'est qu'ils ont dit, bon, le Congrès est là pour autoriser les poursuites. Mais il ne faut pas oublier qu'il est couvert des immunités. Et les immunités lui sont conférées de par son statut de sénateur à vie. Qu'est-ce qu'on fait de ces immunités-là? Et il y a un vide, il y a absence de texte en cette matière-là. L'exemple, c'est que si vous allez, les États qui ont pris ces genres de décisions, le Chili par exemple, je me souviens encore, j'ai bonne mémoire d'Augusto Pinochet, qui a vécu presque le même problème. Lui, d'ailleurs, c'était un problème, non, on l'a accusé des violences sur les femmes et autres. Ça devenait difficile de pouvoir le juger. On dit, ok, la loi dit que la Cour constitutionnelle pouvait établir, c'est son juge naturel qui pouvait l'établir, mais il fallait que le Congrès autorise le poursuite. Il dit, bon, le Congrès, mais il est couvert des immunités. Qu'est-ce que vous en faites? Il y a eu tellement de ping-pong jusqu'en 96. La Cour constitutionnelle a décidé, il y a eu une réforme constitutionnelle pour extraire cette qualité-là et cette disposition-là. Jusqu'à ce que l'homme n'a pas su être jugé, rien que pour ça. Oui, parce que si on change, on ne peut pas être jugé pour des faits qui n'étaient pas infractionnels au moment de leur commission où la loi n'a pas de rétroactivité. Maintenant, le problème, c'est que par peur, je crois qu'ils ont étudié cette doctrine, par peur de retomber dans les mêmes problèmes, que les juristes nous renvoient et qu'on reste longtemps sur les questions de forme. Vous allez aller au Congrès, autorise les poursuites, vous allez devant la justice, on évoque les exceptions, on dit, c'est lui que vous amenez devant votre cour ici, est revêtu de statut de sénateur à vie, et sur quoi avec des immunités. Comment pouvez-vous aller établir un jugement sur quelqu'un dont l'instance n'a pas levé des immunités? Et on resterait sur un débat de forme, et les juristes adorent bien ces histoires. Alors aujourd'hui, la commission réfléchit sur l'opportunité. L'ancien Premier ministre, c'est un peu plus facile. Un ancien Premier ministre a été jugé. Il va sans dire qu'un ancien président pourrait être jugé aussi. Même par défaut. D'une certaine façon, ouvre-t-on une boîte de Pandore? Toujours. Crée-t-on une jurisprudence fâcheuse qui risque de nous rattraper demain ou après-demain pour d'autres faits commis par d'autres personnes? Fâcheuse ou pas, ça dépendra de l'histoire. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'idée de rendre justiciable l'ancien chef d'État
pour moi, n'est pas une jurisprudence fâcheuse. Maintenant, le problème, c'est que si ce procès, cette jurisprudence n'est pas posée dans des bonnes conditions, c'est là où je vous disais que pour moi, le Sénat a mieux réfléchi aujourd'hui de pouvoir aller bien examiner le contour des poursuites sur le chef de l'État. Mais ces contours sont confiés à la commission de Tundula. Mais justement. On se pose la question sur... Maintenant, on revient sur l'éternel problème, la qualité des personnes qui sont en train de conduire. En ce que je dis, et puis on m'a dit, la commission sera, il y aura composé de 2 camps. Ceux qui vont venir présenter le pour des poursuites et le contre. Mais les pour... Mais la question c'est... Kabila n'a pas de partisans dans cette chambre. Non, mais c'est ça le problème. Et l'opposition est à peine représentée. C'est ça le problème. C'est là où maintenant intervient le problème. C'est que, et puis même s'il avait des partisans, nous connaissons le politique congolais. On peut le soudoyer et puis il arrive là-bas et puis il dit autre chose. Le problème c'est que quelle est la qualité de celui qui viendra parler sur le contre? Est-ce qu'ils sont dans l'approche? S'ils sont dans l'approche scientifique, dans l'approche doctrinaire, c'est là où le débat deviendra intéressant. On s'est dit, vraiment, on amène la question sur le plat. Parce que c'est ça l'objectif. Pour moi, la finalité. La téléologie de cette commission, c'est ça. Arriver à un niveau de veiller pour que cette jurisprudence ne soit pas une pesanteur dans les jours à venir. On veut suivre Kabila, oui, mais regardons dans quel contexte il est, comment le faire et juger de l'opportunité de le faire. Pour moi, c'est ça le caractère essentiel de cette commission. Après, on pourra dire, bon, écoute, voilà, regarde ça, voilà la procédure qui paraît plausible pour ne pas créer un court-circuit. Mais quelle est la qualité des gens qui viendront débattre sur la question des Kabila quand on connaît cette forme de politico-centrisme sur le vu de Congolais, surtout de politique? Ils vont arriver, ils vont chercher à plaire au pouvoir, ils vont chercher à plaire à certains individus, ils vont chercher à expédier les choses. Si c'est ça, on a de quoi craindre. Mais l'idée de pouvoir rendre justiciable un ancien chef d'État, pour moi, c'est même ça l'esprit de la démocratie, c'est même ça l'esprit de l'État de droit. La loi le dit qu'un ancien président a pour juge, je pense, la Cour constitutionnelle. Pour des faits commis après l'exercice de ses fonctions. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait le vote des 2 tiers au niveau des membres qui composent pour autoriser ces 2 chambres. La poursuite. Absolument. C'est ce que je dis, c'est fixé. Mais la loi du 28 juillet ne tient pas compte d'un statut assez particulier des sénateurs à vie qui est conféré par l'article 104 de la Constitution. Tout président est d'office, tout ancien président est d'office sénateur à vie. Qui dit sénateur à vie, on lui donne un siège, son droit de vote, mais il est également couvert par des immunités. Mais on est sénateur à vie que parce qu'on a été ancien président, parce qu'on a été président et qu'on est ancien président. Et qu'on est ancien président. Justement, c'est la conditionnalité pour en arriver. Mais le seul statut officiel qui prévaut, c'est-à-dire être ancien chef d'État n'est pas une qualité. La qualité, aujourd'hui, si on veut parler de Joseph Kabila, sa qualité, sa fonction officielle, c'est sénateur à vie. Bien. Alors, pour suivre 2 grands leaders de l'opposition au même moment. Kabila, Matata. Est-ce dangereux pour notre cohésion? On serait ailleurs, je dirais que ce n'est pas dangereux. Mais dans le contexte congolais, il y a quand même quelques faiblesses. Les faiblesses, pourquoi? Parce qu'on sait tous qu'on est dans une orientation politique très régionaliste. Aujourd'hui, il suffit de toucher à Jean-Pierre Kayembe pour que... Mes frères du Kassai là-bas s'élèvent. Laissez-le nous. Dénonçons l'acharnement contre notre frère. Tu vois un peu. On a fait un effort d'en faire un principe de gouvernance que c'est devenu un poids. Mais au-delà de ça, on est dans un contexte où la RDC, à la croisée du chemin, on négocie de l'autre côté à Doha, à Washington. Ici aussi, on est en train, pour parler au niveau de la sous-région, pour trouver une solution sur l'approche sécuritaire. Kabila, on le cite également dans ces histoires-là. La question, c'est que quel serait le sort apprécié au niveau de la négociation? Parce qu'il faut trouver une porte de sortie. Même s'il est établi aujourd'hui qu'il a un lien direct avec l'AFC des Nanga, dans les négociations là-bas, ça veut dire qu'il faudra trouver une porte de sortie. Qu'arriverait-il pendant que nous, ici, on est en train d'acharner, et puis là-bas, les raisons, c'est qu'il faut laisser garder son statut de sénateur à vie, il faut lui remettre des avantages, il faut faire ceci. Est-ce qu'on pose les conditions pour... est-ce qu'on crée les conditions d'un dialogue politique
On condamne les uns et on en tu fait arrives, les conditions des discussions. Une monnaie d'échange. Une monnaie d'échange. Ouais, en fait, tu arrives là où je voulais chuter. En fait. Ouais. Ça peut être la pièce, la monnaie de change pendant les discussions. Donc, il faut créer des pesanteurs politiques pour finalement discuter et savoir quoi brandir comme conditionnalité. Et pour limiter un peu les prétentions de ceux qui sont de l'autre côté. C'est possible. On est en politique, ce ne sont pas des enfants de cœur. Mais est-ce que le faire maintenant peut embraser? Je ne pense pas. Tout dépendra également de... Par exemple, pour Matata, moi je pense que j'ai vu une forme d'acceptation de la part de lui-même et de son équipe. Ils ont finalement accepté leur sort. Est-ce que parce que Matata sait également que en allant en prison aujourd'hui, ça serait la meilleure des choses pour lui que de venir continuer à pérorer avec le pouvoir, ou parce qu'il s'est dit les dés sont déjà jetés et que finalement ça ne servira à rien de pouvoir faire un recours parce que le sort a déjà été scellé bien avant? Je ne sais pas, c'est peut-être une orientation en suivant Maître Laurent Onyemba, mais pour le cas de Kabila, je crois que ça peut être, oui, une monnaie de change pour le dialogue, parce que le chef de l'État l'a dit sans embâche, que ça serait lui le vrai parrain de l'AFC M23. Donc, politiquement, ça ressemble à ça. Et aussi, il faut dire la vérité, Kabila n'a pas aidé l'opinion publique par ses dernières sorties médiatiques. Moi, je sais, je crois que moi, j'ai beaucoup défendu l'approche, surtout les stratégies utilisées dans les négociations, dans les discussions avec le M23. J'ai vu comment lui-même a été malmené. Je me rappelle encore de l'assaut de Goma en 2012 ou 2013, si j'ai bonne mémoire. Je vois comment il a fait un effort de pouvoir maintenir ces histoires-là, comment il était contre le M23. Aller tenir ce genre de propos, je pense qu'à mon humble avis, cette communication-là était très péjorative pour lui. Et donc, est-ce que ça constitue un fait infractionnel? Un fait infractionnel, je ne sais pas le dire, je ne suis pas un magistrat, mais je pense que sur l'opinion, c'est une tâche c'est un lien de culpabilité, ça n'a pas aidé. C'est un lien de culpabilité qu'on lui peut dire que le M23, ce n'est pas le Rwanda, c'est l'aspiration du peuple congolais. Ça, aucun Congolais ne l'accepterait, même pas vous. Personne ne l'accepterait. Donc je crois que c'est des choses de nature à renforcer un peu les accusations portées contre lui par le chef de l'État après. Maintenant, moi je sais que ces procès ira dans la forme accoutumance. Je crois que le dossier Kabila ira. Il avait recommandé le dialogue. Nous y voilà, non, on est en discussion avec. Non, mais le dialogue était inévitable. Et moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, pour moi, quand on est un État comme la RDC, surtout dans la forme actuelle, le dialogue est un mécanisme de gestion efficace. Mais les dialogues, l'avantage, c'est que le dialogue qui s'est fait maintenant, c'est les dialogues que moi, j'ai toujours souhaité. Moi, je disais aux gens, la question de la RDC ne peut pas trouver de solution au niveau de la sous-région parce que la sous-région, c'est une caisse de résonance. La plupart des États qui arrivent réfléchissent en fonction de ce qu'on leur dicte par les puissants. Ce ne sont que de boucs émissaires. Il faut amener les débats à un autre niveau. Aujourd'hui, les États-Unis arrivent, un peu dans le sens de ce que déclarait le représentant de la Russie lors de la réunion du Conseil de sécurité sur la RDC. C'est aussi une question des dettes coloniales, puisque c'est une question de dettes coloniales, discutant avec le vrai ténor, ceux qui nous réclameraient des choses pour des raisons coloniales. Et aujourd'hui, les États-Unis entrent en danse. Et pour moi, vous voyez que les choses évoluent un tout petit peu parce qu'on a cette fois-ci un médiateur qui a beaucoup d'influence sur le jeu politique. Et un médiateur qui aujourd'hui peut imposer sa ligne de conduite à tous les deux États, parce que le Rwanda est un État, il faut reconnaître, dépendant de aides au développement venues de l'extérieur, au-delà du fait qu'il bénéficie de 2 milliards régulièrement dans son budget chaque année, pour un budget de 5 milliards, des matières stratégiques qu'il prend de manière frauduleuse avec la RDC, avec la complicité de la France. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le dialogue est à un autre niveau, un niveau assez raisonnable, quitte à nous d'être sérieux, parce que déjà, l'équipe qui était envoyée en premier pour négocier l'accord proposé aux États-Unis a été très décriée par les Américains. Ce qui fait qu'on a envoyé une deuxième équipe pour aller nettoyer la baie de cochon que cette équipe a laissée. J'espère que la deuxième équipe restera dans la droite ligne du sérieux pour que finalement nous trouvons gain de cause dans cette orientation. Est-ce que les jours à venir seront-ils nuageux? Les jours à venir, en interne, oui. Dans la dynamique interne, oui, parce que, vous savez, les changements, oui, mais pas trop de changements peut apporter beaucoup de tempêtes. Ça veut dire que cette question aujourd'hui, quand on accepte aujourd'hui de se remettre encore sous tutelle. Ça, il faut dire la vérité aux Congolais. On accepte de se remettre sous tutelle des États-Unis, un peu comme Doha et le Qatar est. Mais le Qatar sont des États, aujourd'hui, avec l'accumulation de richesses, peuvent dire non à certaines orientations américaines. Ouais. Ce sont de protéger des alliés stratégiques. Tout ce qu'ils ont confié, c'est leur sécurité aux États-Unis et contre des ressources. On veut aller sur cette approche-là, mais nous, on a encore beaucoup de marge de progression à ces niveaux-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se remet sous tutelle, il faudra qu'on l'accepte. Et cela aura de l'influence sur le jeu politique. Bien.
Maintenant, quitte à nous de pouvoir être sérieux et voir accepter ce changement et aller dans le sens de ce changement pour un jour être émancipé. Parce que c'est bien de laisser les États-Unis gérer leurs ressources stratégiques, mais pour un État qui a vocation de puissance continentale, puissance mondiale, le sort de l'Afrique dépend également de nous. Il faudra qu'à un moment donné, on soit en mesure de nous sécuriser nous-mêmes et d'exploiter nos richesses. Ce n'est pas définitif, malheureusement. Allez, une minute. Un mot sur tout ce qu'on a dit. Kabila, Matata, Tshisekedi et les autres. En résumé. En résumé, ce que j'ai envie de dire, c'est la République démocratique du Congo vient de loin. Aujourd'hui, c'est comme on dit, la nature a horreur du vide. On a fait l'enfant depuis beaucoup trop d'années. Aujourd'hui, l'âge ne ment pas. Et au regard du potentiel qu'on représente, c'est comme un garçon qui est né de la famille, qui s'est contenté de se mettre au coin de l'avenue et jouer au jeu de dames et venir manger son foufou le matin. À un moment donné, les parents ne sont plus là et qu'il se retrouve face à ses responsabilités. C'est ça le contexte congolais. On a longtemps fui nos responsabilités, maintenant on est en face. Et on est obligé d'assumer nos responsabilités, on est obligé de faire ce qu'il faut, parce que le Congo n'est pas que question du Congo. Nous, on ignore, on a tendance à croire que nos richesses, c'est pour nous seulement. Non. Le Congo est l'État qui doit porter vers le haut le sort de toute une race, la race africaine. J'ai préféré parler des races africaines pour ne pas dire la race noire, parce que les Noirs peuvent exister ailleurs. Et en Afrique, on en a deux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est en face de l'histoire. Le Congo a toujours raté les occasions de l'histoire. Jean-Pierre, les grandes révolutions dans le monde, aucune révolution majeure dans le monde ne s'est faite sans la RDC. Je commence par l'industrie de l'automobile. Aujourd'hui, on se bombe le torse avec les véhicules, mais le caoutchouc de la RDC, à 70%, a façonné l'industrie de l'automobile. Nous, on n'en a pas profité. L'industrie nucléaire, après. Le monde a établi l'équilibre géopolitique par la puissance nucléaire. La RDC a participé sans pouvoir tirer profit. On arrive à l'industrie numérique avec le coltan. Le Congo était un acteur majeur. On en a raté vers les années 2008. Aujourd'hui, on a le coltan, on a le cobalt. Le cobalt, on a, comment on appelle ça encore? Le lithium. Le lithium. C'est-à-dire aujourd'hui, on a tout ce qu'il y a pour l'industrie, à la fois numérique et l'industrie militaire. Maintenant, la question, c'est qu'on est en face de l'histoire, on a des ressources. Que ferions-nous pour finalement trouver une occasion de se replacer comme acteur majeur sur la scène internationale, quitte à nous d'être sérieux? Et le sérieux passe par la refondation de la mentalité congolaise. Les gens disent la refondation de l'État. Le problème de l'État ne pourra jamais trouver de solution quand on restera ces mêmes peuples, opprimés avec les pensées et les orientations coloniales. Nous, on a quitté la colonisation, mais notre esprit est resté colonial. Et ça, il faut quitter, Jean-Pierre, et pour ça, il faut de politiques de réforme sérieuses. Il faut de politiques courageuses, il faut de choses sérieuses. Est-ce que les gens y réfléchissent? Oui, Jean-Pierre. Il y a des gens, j'ai vu des jeunes commencer à réfléchir. Même moi, je me suis promené avec un livre d'un ami qui a écrit Réveil patriotique, la jeunesse au cœur du développement, qui parle de choses très intéressantes. C'est pourquoi vous me voyez promener avec. C'est qui? Joseph Mounkeo. Moi, je l'ai connu à l'EPST. Okay. C'est un directeur provincial de Lubumbashi. Quand il me l'a renvoyé pour lui, il m'a dit, je connais, tu as l'habitude d'être sur le plateau, mais d'abord, dans la correction, j'y ai participé et puis je me suis rendu compte que quand le jeune commence à réfléchir comme ça, c'est déjà un bon niveau, mais il faudra que ces problèmes doivent commencer au sommet. On dit souvent que la jeunesse doit changer sa mentalité, mais pour que la jeunesse change sa mentalité, cela doit commencer au sommet. Les gens qui dirigent, eux, doivent commencer pour prêcher par l'exemple. On n'inverse pas la pyramide dans ces contextes-là. Et aujourd'hui, malheureusement, Félix Tshisekedi a une grave responsabilité. Parce que si on rate cette occasion aujourd'hui, je ne veux pas être un prophète de malheur, mais je me dis, je ne suis pas sûr que le Congo se relèvera un jour. Si on rate l'occasion que l'histoire nous présente maintenant, d'être émancipé en tant que peuple et de pouvoir profiter de ce que Dieu nous a donné et de pouvoir s'affirmer en tant qu'État, ça dit que toute notre vie, on restera esclave à la limite du possible. Et c'est à nous de pouvoir prendre ça. Pas. Merci, il faut qu'on se relève. Merci beaucoup d'être venu. C'est toujours un plaisir d'être là. Et merci à vous pour le temps qu'on a pris. À très vite. Salut.